Donc notre question du jour, c'est pourquoi des images? Pourquoi des images? Elles sont là, elles occupent nos vies, elles sont omniprésentes. Le monde des écrans envahit l'existence et sur les écrans, les images se succèdent les unes après les autres, de manière diverse et variée. Et il y a dorénavant une espèce d'obsession de l'image et de crainte aussi à l'égard des images. Donc elles sont là. Philosopher, c'est penser le réel. C'était pas comme le dit Spinoza, gémir, pleurer et se plaindre. C'est penser. Ni rire, ni pleurer, penser. Et donc, prenons en compte à bras-le-corps cette question de l'image et demandons-nous d'où viennent les images. Et pour commencer, peut-être qu'une première analyse va nous permettre un angle d'attaque. Comme toujours, comme le dit Descartes, pour bien penser, il faut toujours penser ce qu'on cherche à réfléchir de manière claire et distincte. Si je veux bien penser quelque chose, il faut que ce quelque chose, je le distingue de ce qu'il n'est pas. C'est précisément ce que nous enseignent les images. Quand je vais au musée et que je regarde un tableau, qui est une image, je ne perçois bien ce tableau que lorsqu'il est bien éclairé, et que, étant bien éclairé, il se distingue de l'arrière-fond ou du papier peint qui est derrière. Donc je ne perçois bien l'image que quand elle est claire et distincte. Claire, c'est-à-dire éclairée comme il faut, pas trop peu, pas trop. Si elle est surexposée, je ne la vois pas bien. Et si elle est sous-exposée dans la pénombre, je ne la vois pas bien. Et si elle est bien éclairée, elle se distingue de ce qu'elle n'est pas. Bon. Au-delà de l'image, et en règle générale, pour bien penser, il faut penser clairement et distinctement. Autrement dit, il faut distinguer l'objet que l'on cherche à penser de ce qu'il n'est pas. Par exemple, si je veux bien penser un triangle, je ne peux pas me contenter de dire que c'est une figure géométrique. C'est vrai, c'est une figure géométrique, mais un cercle aussi. Donc dire que le triangle est une figure géométrique, c'est dire du triangle quelque chose qui n'est pas clair et distinct. À l'inverse, si je dis le triangle est une figure géométrique à trois côtés égaux, là j'en dis trop. Parce qu'il y a des triangles dont les trois côtés ne sont pas égaux. Donc, dans le premier cas, ma définition est trop large, elle n'est pas claire et distincte. Dans le deuxième cas, elle est trop restreinte. Elle n'est pas non plus claire et distincte, puisqu'elle ne me permet pas de penser le triangle et de le distinguer de ce qu'il n'est pas. Le triangle en général, et de le distinguer de ce qu'il n'est pas. Donc, si on veut bien penser l'image maintenant, peut-être qu'il faut commencer par la distinguer de ce qu'elle n'est pas. Or, une distinction s'impose d'emblée. Me semble-t-il, c'est qu'une image n'est pas un concept. Regardez, un concept, c'est une représentation. Une image aussi est une représentation. Mais un concept est une représentation générale et abstraite. Je viens d'évoquer à l'instant la figure du triangle. Si je dis un triangle est une figure à trois côtés, alors là c'est clair et distinct. Parce qu'il n'y a que le triangle qui a trois côtés, et ces trois côtés peuvent être égaux ou pas. Le triangle peut être équilatéral, isocèle, rectangle, peu importe. Donc, si je dis du triangle que c'est une figure à trois côtés, ma définition s'applique à tous les triangles possibles. Et vous observez immédiatement dans votre esprit que vous arrivez à penser le triangle, mais vous ne le voyez pas. Moi, je vous mets au défi de voir un triangle qui est à la fois équilatéral, isocèle, rectangle, qui est grand, petit, rouge, vert, bleu. Non. Le concept me permet de me représenter le triangle, mais le triangle que je pense est général et abstrait. C'est ce qu'on met en œuvre quand on pense mathématiquement. Si je dis que 2x égale 4, je ne vois rien. Enfin, je pense. J'ai affaire à des concepts, mais je peux voir le chiffre 2, mais ça ne me dira pas, ça ne me permettra pas de voir le nombre. Le nombre, c'est un concept. Vous voyez, quand un enfant apprend à compter, il commence par compter des objets. Quand j'étais jeune professeur, alors à l'époque, quand j'ai commencé à enseigner, les professeurs de philosophie intervenaient dans les écoles normales, où on formait les instituteurs. Et parce que on estimait qu'un instituteur ou un futur enseignant devait avoir réfléchi la nature de la pédagogie dans l'école de la République. Donc il y avait des postes de professeurs de philosophie à l'école normale. J'ai hésité dès le début de ma carrière, ça m'aurait plu ça. Heureusement je ne l'ai pas fait parce qu'on a supprimé les écoles normales, on les a remplacées par les YUMF. Alors YUMF, Institut universitaire de formation, YUMF, ça ne veut rien dire, école normale, c'est une norme. Ça indique un devoir-être, une prescription. YUMF, bon, maintenant c'est les SP, enfin ça évolue tout le temps. Et donc ces postes ont disparu. Donc j'ai bien fait de ne pas m'engager dans cette voie-là. Mais c'était une voie intéressante, et parce qu'il existait cette voie-là, j'ai été, dans ma formation, contraint d'assister à des cours d'instituteurs. Et du coup, je suis retourné à l'école. Parce qu'on se souvient vaguement, mais
On n'a plus cette position de l'enfant qui reçoit les premières leçons. Alors je me souviens, j'étais au fond de la classe avec 2 ou 3 néo-titulaires qui venaient de passer le concours, et je me souviens d'une leçon, alors la leçon du jour, j'en ai gardé un souvenir vraiment net, d'un instituteur qui apprenait, qui enseignait à ses élèves l'art de compter. Et alors, il y mettait de l'énergie parce que les petits, ils étaient concentrés, hein, ça remuait pas beaucoup, ils regardaient le maître il y allait, il faisait son truc, alors des 2 petits pains, j'ajoute 2 petits pains, ça fait quoi? Ça fait 4 petits pains, très bien, j'en tire un, ça fait 3, j'en ajoute 2, ça fait 5, on compte les petits pains. Et là, on voit bien que dans cette situation, un enfant, d'ailleurs, même s'il n'y a pas de petit pain sous les yeux, il va l'imaginer, il va avoir l'image du petit pain, donc 1 et plus 1, ça fait 2 petits pains. Puis j'en retire un, puis j'en ajoute 3, etc. Bon, tant que l'enfant fait ça, il ne sait pas compter. Il ne sait pas compter, en fait. Il est dans le nombré. Les petits pains. Il n'est pas dans le nombre. Parce que le nombre permet de compter des petits pains ou autre chose. Parce que si maintenant je lui pose la question de savoir ce que font 2 petits pains plus une carotte, ça ne marche plus. Il va falloir s'élever à l'idée de 3 objets. Et puis peut-être de 3. Mais 3 quoi? 3. Et lorsque l'esprit s'est élevé du nombré, 3 petits pains, au nombre, 3, il s'est élevé d'une représentation singulière et concrète de quelque chose de sensible à un concept. Et le concept, lui, est général et abstrait. Vous voyez, c'est intéressant, ça. Hein, c'est intéressant parce que ça montre que ça fait partie des lieux communs, un peu, l'éducation. On apprend d'abord à lire, écrire et compter. Vous voyez, lire, écrire et compter, mais on apprend à lire, à écrire, très bien, à compter, c'est-à-dire qu'on apprend, en fait, à s'élever au concept, c'est-à-dire à ce qu'on ne voit pas. C'est ça, en fait, l'éducation telle que nous la concevons arrache l'enfant à des représentations singulières et concrètes. Le but, c'est qu'il s'élève à l'invisible. Quand on fait de l'arithmétique élémentaire, hein, une chose élémentaire, on s'élève à l'invisible. On voit avec l'entendement des choses qu'on ne voit pas avec les yeux. C'est-à-dire, on voit des choses qui, si on les considère en elles-mêmes, n'ouvrent la voie qu'à des représentations abstraites. Il n'y a pas d'image qui correspond. Il n'y a pas l'image du carré. Ça n'existe pas. Le concept, oui. Par contre, je peux envisager l'image d'un carré. Ça, oui. Ou l'image d'un cercle, oui. Mais l'image du cercle, non. Donc, ce moment de réflexion, là, pour commencer, nous invite à distinguer le concept qui est général et abstrait, et qui a sa validité, sa force, sa puissance. C'est ce qui est à l'œuvre dans les mathématiques, c'est ce qui est à l'œuvre dans les sciences, et dans la philosophie. Et dans la philosophie, si je réfléchis à la cause première de l'être, de proche en proche, je vais remonter à l'idée d'une cause première qui n'est pas l'effet d'une cause qui la précède, c'est-à-dire à l'idée d'un absolu. Bah, l'absolu, moi, j'ai jamais vu. J'en ai pas l'expérience. Je peux pas en avoir une représentation singulière et concrète. Mais par contre, le concept, il n'y a pas de problème. J'arrive à penser tout de suite, par concept, une cause première, c'est-à-dire une cause qui produit des effets, mais qui n'est pas elle-même l'effet d'une cause qui la précède. Voilà, ça s'appelle un absolu, un être inconditionné. De manière plus simple encore, si je considère dans l'univers mathématique tel ou tel objet, si je vous dis par exemple un kiliogone, ou un chiliogone, c'est un kiliogone, est une figure à 1000 côtés. Et si je vous demande d'imaginer un kiliogone, d'avoir l'image de cette figure-là, si vous fermez les yeux, vous essayez de vous représenter le kiliogone, vous allez voir, vous ne verrez pas. Et si je vous demande de compter les côtés, alors là, bon courage, à 1000. Donc à l'arrivée, au mieux, vous aurez la figure d'un cercle. Un kiliogone, vous voyez, ça sera quelque chose. Bon, mais on ne le verra pas. Mais si maintenant je vous dis, un kiliogone est une figure à 1000 côtés, on ne voit rien, mais on se comprend. On se comprend très bien. Ça, c'est le concept. Le concept est général et abstrait. L'image est singulière et concrète. Bien. Alors, une fois qu'on a établi cette distinction, on voit quelque chose de singulier. C'est que le concept relève en nous, si on essaye d'établir une sorte de cartographie de notre âme, relève en nous de l'entendement, de la faculté de penser. La faculté du concept, dirait Kant. Le concept, c'est la faculté de penser. La pensée n'étant rien d'autre qu'une représentation par concept. Enfin, la pensée ici, telle que je la pense, c'est la pensée qu'on pratique lorsque on dialogue avec nous-mêmes. La pensée, c'est un dialogue de l'âme avec elle-même. Et lorsque je me parle à moi-même, dans mon fort intérieur, le fort, hein, ça vient du forum en latin. Hein, le forum, c'est le lieu où on discute. Donc, on a un petit forum intérieur, hein, où on se rend pour dialoguer avec nous-mêmes. Donc, la pensée est un dialogue de l'âme avec elle-même. Et donc, lorsque je dialogue avec moi-même, je me dis des choses, mais je ne vois rien.
Non, mais je vois rien. Je me dis, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais penser. Après, je peux aussi voir, je peux imaginer. Mais l'entendement, cette faculté qui me permet de dialoguer avec moi-même, cet entendement met en œuvre des concepts. Voilà, c'est ce qu'on fait quand on fait des mathématiques. Ça ne veut pas dire que le prof de maths ne va pas utiliser, ou que le mathématicien ne va pas utiliser une image, mais l'image qu'il va utiliser, c'est simplement un point d'appui. Hein, le mathématicien pense juste à partir d'images fausses, une image approximative. Il dessine un triangle rectangle, par exemple, donc il y a un angle droit, c'est bon, il n'est pas absolument rectangle, mais suffisamment rectangle dans l'expérience pour que, si je suis un élève, j'arrive à voir de quoi il est question. Mais le théorème de Pythagore ne s'applique pas au triangle que je vois, il s'applique au triangle absolu, parfait. Le triangle qui est rectangle, et qui possède un angle droit, avec l'hypoténuse, les deux côtés adjacents, et ça, c'est pour tous les triangles possible. Donc, le concept renvoie en moi à cette faculté que j'ai de dialoguer avec moi-même, c'est-à-dire à l'entendement. Bon, l'image, elle, l'image c'est autre chose, parce qu'on a dit l'image est une représentation singulière et concrète. Lorsque j'imagine, pas une sirène par exemple, donc je vais combiner dans mon esprit deux formes sensibles, un corps féminin et puis un poisson. Ou alors, d'ailleurs dans la mythologie grecque, les sirènes c'est plutôt des femmes à corps d'oiseau. Hein, puis après, alors c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elles ont eu un corps de poisson mais elles ont continué de chanter. Bon, donc la sirène ici, si je me la représente, c'est une espèce de combinatoire de deux réalités dont je peux faire l'expérience, et le poisson et puis le corps féminin. Et donc je combine ça et puis j'imagine une sirène. Mais lorsque j'imagine une sirène, cette image est une représentation, mais qui n'est pas conceptuelle. C'est singulier et concret. C'est une sirène. Alors après, l'image qui est dans mon cerveau ou dans mon esprit, on verra, cette image-là, elle n'a pas la netteté de l'image qui m'est donnée dans mon expérience lorsque le peintre me propose une représentation de la sirène. Ça, on est d'accord. Bon. Mais il reste que cette image que je produis en moi n'est pas de l'ordre du concept. Elle n'est pas générale et abstraite. Alors c'est vrai que les images qui habitent nos âmes sont très singulières malgré tout, parce que, vous voyez, si je vous demande d'imaginer un temple grec, si tout le monde ferme les yeux et qu'il imagine un temple grec, tout le monde verra le fronton, vous voyez, la pierre blanche, les colonnes, le soleil de la Grèce, vous voyez ça tout de suite. Bon. Et donc on va être d'accord assez rapidement là-dessus. Mais si je vous demande maintenant, comptez les colonnes. Vous allez voir que, bon, il y a des colonnes, mais j'ai du mal dans mon esprit à faire le tour du temple et à compter les colonnes. Ce qui montre que, bon, l'image est singulière et concrète, mais elle n'a pas cette singularité, cette précision de l'objet qui est donné dans mon expérience, ou de l'image qui reproduit l'objet qui est donné dans l'expérience. On est d'accord. Mais il reste que l'image du temple, même si elle n'a pas cette précision-là, se donne à moi comme un objet sensible. Vous voyez, c'est pas un concept, c'est pas général et abstrait. Je vois quelque chose. C'est la vision, d'une certaine manière, qui est en jeu en moi à ce moment-là. Donc bien sûr, on peut parler d'images mentales, qui seraient des images sonores, etc. aussi, c'est vrai. Comme une espèce de répétition, comme un écho dans mon âme d'une expérience passée, ou une espèce d'image mentale. Mais c'est un abus de langage, parce que si je vous parle d'image, tout le monde ici, immédiatement, pense à la vue, enfin à la vision. Alors simplement, il y a l'image qui m'est donnée dehors et que je vois dans mon expérience, et puis il y a les images qui habitent mon âme et que je vois en moi, qui est une espèce de vision intérieure. Bon. Alors que la pensée, c'est un dialogue. Vous voyez, si je suis sourd-muet et que j'accède à une langue qui passe par des conventions qui sont visuelles plutôt qu'auditives, ce dialogue passera par des représentations qui peut-être sont de l'ordre de l'image, mais qui seront de l'ordre de l'image au même titre que quand je me parle à moi-même, j'entends d'une certaine manière le mot qui est en moi, et ce mot qui est en moi, il a un peu la texture de ma voix, quand même, un peu. Cette voix intérieure, elle est familière. Donc, vous voyez, il ne faut pas se tromper. Le mot, bien sûr, il est donné dans mon expérience par une espèce d'image auditive intérieure, un peu sensible et singulière, on est d'accord. Mais le concept est dans le mot. Vous voyez, le concept est dans le mot. Sans le mot, il n'y a pas de concept. Sans la langue, il n'y a pas de concept. Bon. Et raison pour laquelle la maîtrise des mots est essentielle à la maîtrise de la pensée. C'est vrai, donc ça, on est d'accord. C'est pas... Bon, après, croire que la pensée est le mot, alors ça, c'est autre chose. C'est pas sûr non plus. Vous voyez, qu'il n'y ait pas deux pensées sans le mot, c'est une chose, mais dire que la pensée, c'est le mot, c'est autre chose. Hein, c'est pas parce qu'on va faire évoluer la langue que c'est sûr qu'on va faire évoluer l'humanité. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Ce serait merveilleux. On changerait la langue et hop, ça y est.
On changerait la langue et puis on interdirait les mots touchant au racisme et le racisme disparaîtrait. On interdirait les représentations linguistiques de l'antisémitisme et l'antisémitisme disparaîtrait. Mais c'est pas comme ça que ça marche, on le sait tous. Donc, bon, bien sûr qu'il n'y a pas de pensée sans le mot, mais enfin, le mot n'explique pas la pensée non plus. Enfin, il y a une transcendance de la pensée à l'égard du mot. Et cette transcendance, c'est celle du général et de l'abstrait, vous voyez, de la pensée. On regarde un mot qui, lui, est toujours, quand je le vis à l'intérieur, singulier et concret. Mais si je me tourne du côté de l'image, j'ai pas ça. L'image, si j'imagine un temple grec, j'ai une image, une représentation singulière et concrète en moi, dans mon âme, de l'objet temple, dont je tire peut-être d'ailleurs des représentations de mon expérience, parce que j'étais en Grèce, ou parce que j'ai vu des photos, parce que j'étais au cinéma, parce que... Puis ça habite ensuite mon esprit. Donc l'image, vous voyez, j'insiste là-dessus, et elle renvoie à une expérience sensible. Alors que le concept, il m'arrache à l'expérience sensible. Le concept, il m'élève à l'universel. C'est celui que je mets en œuvre quand je fais des mathématiques, ou dans les sciences, ou en philosophie. Quand je fais de la métaphysique, je m'arrache en quelque sorte à la sensibilité particulière qui est la mienne, et je m'élève à quelque chose qui est de l'ordre de l'universel. Mais l'image, non. L'image, elle me maintient dans le singulier. Elle est sensible. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il n'y a pas d'image, s'il n'y a pas de corps. C'est ça que ça veut dire. Le concept, d'une certaine manière, c'est l'entendement qui se tourne vers lui-même. C'est l'esprit, en tant qu'il est entendement, qui se tourne vers lui-même. Mais l'image, non. L'image, lorsqu'elle habite mon âme, c'est l'esprit, mais qui se tourne vers le corps. Donc il y a dans l'image quelque chose qui me révèle à moi-même ma propre nature. Essayez d'envisager un être qui serait pur esprit, qui ignorerait toute relation sensible avec le réel. Cet être verrait-il son âme habitée par des images? Rien n'est moins sûr. Si Dieu existe, bon, j'en sais rien, mais si Dieu existe comme pur esprit, ce Dieu-là, il n'a pas d'image. S'il se pense, il se pense dans une espèce d'entendement pur, archétypique d'ailleurs, un entendement qui produit du réel. Oui, c'est le créateur du monde, il produit du réel. D'ailleurs, les religieux savent bien, puisque ce qu'ils nous disent, c'est qu'au début était le verbe. Bon, au début était le verbe. Au début était le concept, pas l'image. Au point d'ailleurs que la question des images, dans le champ religieux, c'est problématique. Hein, c'est chaud bouillant, il faut se méfier. Hein. Alors quand je dis ça, on va immédiatement penser à des problématiques qui sont liées au monde musulman qui refuse l'image du prophète. Mais non, c'est pas propre au monde musulman, c'est monothéiste. C'est-à-dire la question de l'image, dès que vous avez dit que l'absolu est un absolu qui est au-delà de toute sensibilité, immédiatement vous parvenez à l'idée qu'une image peut toujours produire une déchéance de l'absolu. Ça le ramène du côté du sensible, du côté du corps. Donc, tu ne feras pas d'image de ton créateur. Enfin, vous voyez, pas... Alors après, bon, le christianisme, si Dieu s'est fait homme, peut-être qu'on peut faire une image du Christ. Mais on ne fait pas l'image de Dieu, c'est le Christ qui s'est fait chair. Et encore, c'est chaud bouillant, là aussi. Je ne sais pas si vous... Il y a un film qui est magnifique pour ça, qui dit ça très très bien, c'est Ben-Hur. Ben-Hur, c'est un grand film, hein, Ben-Hur. Tout le monde connaît Ben-Hur, hein, avec Charlton Heston, la course de chars, extraordinaire. Serge Leone a participé au tournage, hein, ça explique beaucoup de choses pour la suite. Donc, la course de chars de Ben-Hur, tout ça, c'est extraordinaire. Et à la fin de Ben-Hur, Ben-Hur rencontre le Christ. Et donc, et vous remarquerez quand vous regardez le film qu'on le voit toujours de dos. On ne voit jamais le visage du Christ. Alors, il y avait simplement une image qui était imposée par le scénario, c'était la scène où le Christ est face à Ponce Pilate, et avec le peuple qui est dans son dos. Et donc, nécessairement, il vous faut un plan avec... comme l'équivalent du sort de scène, là, de tribun, et puis le Christ et le peuple qui est derrière. Et là, il est de face. Et ben, vous regarderez le film. Regardez. Alors, maintenant, avec la HD, on retrouve la qualité d'image qu'il y avait à l'époque. Ben, il y a une tache sur le visage. Il y a une tache. Les producteurs américains, ils ne prennent pas de risques. Oh là là, on se réunit. Vous avez ça dans un film des frères Cohen, comme ça, vous voyez toutes les religions qui se réunissent, puis les producteurs, qu'est-ce que je peux montrer? Puis on va chercher le plus petit dénominateur commun pour ne pas avoir d'histoire. Bon, en l'occurrence là, paf, il avait une tâche. Donc, dès qu'on parle d'image, on parle d'un entendement qui se tourne vers le corps, et donc on est à distance d'un pur esprit. Vous voyez, si nous sommes confrontés à des images dans notre expérience, et si nous sommes habités par des images, parce que notre âme se tourne vers des représentations sensibles, c'est parce que nous ne sommes pas des dieux. Voilà, nous sommes des êtres à la fois esprit, conscience et corps. Donc, et il faut les deux.
Il faut les deux, hein, d'une certaine manière. Alors, je ne sais pas, un être sans conscience pourrait peut-être être habité d'images, par certains côtés. D'images peintes dans le cerveau, pour prendre une formule qu'on trouve sous la plume de Voltaire. On peut imaginer qu'un je sais pas, un animal qui n'aurait pas d'âme, consciente, pensante, aurait pour autant des images, il pourrait rêver, etc. Mais peut-être, hein, j'en sais rien. Mais oui, très probablement d'ailleurs. Mais ce dont on parle là, c'est autre chose, parce que l'image dont on parle, vous voyez bien, on l'aperçoit comme une image. Elle est consciente. Je sais que c'est une image qui habite mon esprit, ou quand je regarde l'image à l'extérieur, je vois bien que c'est une image. Et quand je ne vois pas que c'est une image, ça c'est plus tout à fait une image, ça devient un simulacre. Ça, c'est autre chose. Mais il faudra qu'on en parle, il faudra qu'on regarde ça de plus près. Mais l'image qui se donne comme une image, celle-là, elle se donne comme un objet sensible qui met en jeu à la fois ma conscience et mon corps. Bien. Donc maintenant qu'on a commencé à clarifier un petit peu l'image, en la distinguant de ce qu'elle n'est pas, en la distinguant du concept, on peut commencer à se poser la question, mais d'où viennent les images? Quelle est l'origine des images? On a une indication dans ce que je viens de dire, puisque je viens de penser l'image comme le résultat du fait que je ne sois pas un pur esprit désincarné. Donc ce qui se joue dans l'image, c'est la question du corps. Or, le corps est précisément mon ancrage dans le monde. Pensez le corps comme ça. Hein. La formule, là, je l'emprunte à Merleau-Ponty. Mon corps, c'est mon ancrage dans le monde. L'ancrage, je pensais à l'encre marine. Vous voyez, l'encre qui arrime le bateau au fond de la mer et qui empêche, que le bateau dérive. Donc on jette l'ancre, on accroche le bateau, et alors bon, il bouge un peu, mais enfin, il ne dérive pas. Ben, notre corps, c'est ça. Le corps, il nous ancre dans la réalité du monde. Et comme ça, notre âme, elle ne dérive pas. Elle est accrochée. Là, je suis devant vous parce que j'ai un corps. Et vous êtes devant moi parce que vous êtes corporel. Et si nous n'avions pas de corps, nous ne serions pas là. Et si nous n'avions pas de corps, nous ne serions pas là pour philosopher. Donc, c'est bien le corps qui engage notre relation à l'être, au monde. D'abord. C'est d'abord le corps. Après, ce que le corps nous dit du réel est peut-être problématique. Quand je regarde la Terre, je la vois plate, et la science me dit qu'elle n'est pas plate. Bon, on est d'accord, c'est problématique. Mais bon, la Terre que je vois et qui est plate, c'est la Terre que je vis, elle n'est pas moins réelle dans mon être, dans mon existence, que la Terre dont on parle la science. Non mais, je ne suis pas en train de vous sortir un complotisme platiste, c'est pas ça. Mais la phénoménologie nous enseigne ça. Le monde vécu est aussi le monde réel. Il n'y a pas que le monde de la science. D'ailleurs, heureusement, essayez de penser le monde scientifiquement et de vivre votre vie à partir des représentations scientifiques, vous allez voir, assez rapidement, vous allez perdre pied. Parce que là, je suis en train de me promener à 20 000 km/h dans le cosmos, et assez rapidement, je vais perdre pied. Bon, or, la Terre, c'est un beau livre du Husserl qui porte ce titre-là, la Terre ne se meut pas, la Terre que je vis. Et la Terre qui ne se meut pas, je l'aperçois comme cette Terre fixe, qui est le point d'appui de mon être dans le monde, par mon corps. Vous voyez, et c'est aussi une dimension de la réalité qui n'est pas moins réelle que la réalité dont parle la science. Donc la science a raison, mais l'expérience que j'ai du monde a raison aussi. Évidemment, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Il continue de se lever. Hein. J'ai beau me dire que c'est la Terre qui tourne et que tout ça, mais je vois le soleil se lever. Et lorsque les traits de feu apparaissent à l'horizon et que le soleil s'élève dans le cosmos, là j'ai quand même une expérience qui est métaphysique. Raison pour laquelle, d'ailleurs, Rousseau dit qu'à un enfant, il faut lui enseigner d'abord le géocentrisme. Hein. On commence par là. On commence pas par lui dire tu te balades dans le cosmos, c'est tout. Là, c'est boule, il va perdre pied. Donc, tu commences par parler de la Terre que tu vis. Et puis ensuite, tu vas t'élever à la Terre que tu ne vis pas, dont parle Copernic, dont parle la science, etc. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. On commence pas par, par des abstractions délirantes. Pour ça, d'ailleurs, l'institut dont je vous parlais tout à l'heure, il fait bien son métier. On commence par des petits pains. Voilà, on commence par ce qu'on voit. Tu vois, les petits pains, bah c'est bien, 2 plus 2, petits pains, ça fait 4 petits pains, etc. Voilà un vrai instituteur. C'est pas, tu vois, des petits pains, mais c'est dans l'illusion, c'est pas ça qui compte, c'est ton esprit, il faut que tu te détaches de tout ça. D'ailleurs, après la pause, il va y avoir une séance de philosophie. C'est insensé, enfin, vous voyez bien, c'est insensé. Mon corps manque dans la nature, je l'ai dit, c'est l'ancrage de mon être dans le monde, ça on est d'accord. Mais mon corps, c'est aussi mon ancrage dans la société. Et ça, c'est central, parce que si je n'avais pas de corps, je ne serais pas dans une société. Si nous n'avions pas de corps, nous ne serions pas des êtres de société. Par exemple, la politique n'existe que parce que nous sommes des êtres corporels. Si nous étions des âmes désincarnées flottant dans les limbes, il n'y aurait pas d'État, il n'y aurait pas besoin, pas de politique. On serait soit dans une espèce de fusion métaphysique qui ferait qu'on serait une espèce de magma
intelligible, sans subjectivité, c'est un peu totalitaire, mais enfin bon, il n'y aura pas de politique, puisqu'on ne serait pas dans le monde, ou alors on serait séparés comme des âmes, des entités repliées sur elles-mêmes, sans porte ni fenêtre, sans de monade, dirait Leibniz, coupées du monde et d'elles-mêmes, et des autres, et par conséquent, il n'y aurait pas de problème politique. Vous voyez, la politique vient du fait que nous sommes des êtres conscients, mais des êtres corporels, ancrés dans le monde, faisant face aux autres, et étant condamnés à vivre avec les autres. Il faut faire avec. Et c'est pas facile. On n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas la même représentation des choses, on n'a pas les mêmes volontés, et c'est parti. Et alors comment on fait pour vivre ensemble? Alors, il faut que le plus fort l'emporte, je suis pas d'accord, il faut se donner des règles, qui donne la règle, et hop, c'est parti. Et il va falloir réfléchir, comment on fait qu'est-ce que c'est qu'une unité? On va créer une unité. Alors, une fois qu'on aura créé l'unité, ça y est, enfin, on aura dépassé le problème de ce qui nous oppose. Mais une fois qu'on aura créé l'unité dans un État, on aura séparé cet État du reste de l'humanité, et ça vaut pour la République aussi. Et donc, dès que j'ai produit l'unité, j'ai divisé l'humanité. Donc, l'existence de l'État rend mécaniquement nécessaire l'existence de la guerre. Évidemment. Alors, nous, on a oublié, parce qu'on a vécu... Après 2 guerres mondiales, on a cru pendant 60 ans qu'on était sortis du truc, mais il faut se souvenir de Platon. Seuls les morts connaissent la fin de la guerre. Voilà. Et donc, alors c'est attribué à Platon. Hein, j'ai cherché, j'ai pas trop trouvé, mais la citation est tellement belle. Bon. Seuls les morts connaissent la fin de la guerre. Et oui, d'ailleurs, c'est d'actualité, ça. Vous voyez, quand au Moyen-Orient, au Proche-Orient, ça parle dans tous les sens. Alors, enfin, quand même, la guerre. Mais il y a toujours la guerre. Non, mais vraiment, là, il y a quelque chose à l'ouest de l'Europe qui a perdu pied, quoi. Je dis pas que c'est bien. Je suis pas en train de vous dire que c'est bien. Mais la guerre est toujours là. On n'arrive pas à penser comme pensent les peuples qui connaissent une guerre éternelle. Et donc, on ne les comprend pas. Mais pourquoi vous faites ça? Et pourquoi? Mais parce que, souvenez-vous de l'Europe. L'Europe a été le lieu de guerre incessante, permanente. Toujours, il y a eu la guerre. Après, il y a eu 2 guerres mondiales, dont la deuxième, la première, enfin les 2 ont été tellement terrifiantes qu'on a dit stop, on arrête de jouer, on passe des contrats, on constitue l'Europe, et hop, on est sorti de la guerre. Ça dure un temps, ma génération. Moi, j'ai eu chanceux. Hein. Un homme de mon âge n'a pas connu la guerre. Moi, je suis né... trop tard pour la guerre d'Algérie et peut-être trop tôt pour la prochaine. Voilà. Donc, mais c'est unique dans l'histoire du monde. Enfin, dans l'histoire des États. Parce qu'une société sans État, c'est différent. C'est unique. C'est jamais arrivé. Et ça n'arrivera peut-être plus jamais. On ne sait pas ce qui nous attend. Mais donc, vous voyez bien, le corps nous met en scène dans des sociétés d'une manière telle que nous sommes confrontés à l'autre dans quelque chose qui est âpre, qui n'est pas simple. Alors, heureusement, il y a des périodes de paix. Il y a des périodes. Enfin, dans l'ensemble, ce qui règne dans le monde, c'est pas la sagesse, c'est pas les représentations d'une humanité qui travaille à la vertu, à la liberté, au bonheur et à la beauté. Non, ce qui règne dans le monde, c'est les passions, les destructions, la violence. Il faut relire nos livres d'histoire, et on verra que les civilisations s'élaborent péniblement, et qu'une fois qu'elles sont élaborées, eh bien, on casse tout, on brise tout, on crée un chaos absolument insensé, et c'est reparti pour un tour. Et on recommence indéfiniment. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fin, j'en sais rien. Hein. Mais en tout cas, le constat du corps qui nous ancre dans le monde et dans la cité, c'est un constat, de ce point de vue-là, qui est sombre. Et là, il faut envisager une thèse. Et si les images avaient une origine sociale? Et si les images étaient produites dans nos âmes parce que nous sommes dans la société? Et si les images qui émanent de nos âmes dans le registre artistique d'une peinture, d'une photo, d'un film, etc., étaient elles-mêmes l'émanation d'une contrainte sociale qui agirait sur mon être à mon insu? Ben, c'est possible. Enfin, je ne suis pas un être indépendant de l'ordre social. D'ailleurs, là, je parle dans une langue, je parle le français. Et en parlant de français, je me soumets à des règles qui ne sont pas mes règles. Je me soumets à des mots qui ne sont pas mes mots. Évidemment. Toujours, je disais, il n'y a pas de pensée hors des mots. Mais donc, il n'y a pas de pensée en dehors d'une contrainte sociale. C'est dans la contrainte sociale qu'émerge la pensée. C'est un paradoxe, dit Rousseau, d'ailleurs. C'est précisément parce que je vais me soumettre à une langue qui n'est pas ma production qu'alors je vais peut-être pouvoir dire quelque chose qui vient de moi. Mais si je renonce à me soumettre à cette langue qui n'est pas ma production, alors... la pensée ne sera pas. Elle viendra pas au monde. Alors, elle sera potentielle, comme une terre fertile, mais qui n'est pas cultivée, et qui contient en elle le blé possible, qui ne sera jamais un blé réel. Enfin, on ne se nourrit pas de blé possible, on se nourrit de blé réel. Eh bien, on ne se nourrit pas de pensée possible. On ne nourrit pas son âme de pensée possible. Elles sont là. Hein. Donc, elles sont là, mais il va falloir passer par la contrainte sociale.
Donc c'est dans la société que je deviens ce que je suis. Et c'est dans la société qu'émergent mes représentations. Donc n'est-ce pas par la société qu'émergent en moi ces images qui habitent mon âme et ces images qui habitent ma vie, dès lors que l'âme des uns ou des autres produisent des images qui habillent l'ordre social. Sur nos écrans, il n'y a peut-être que des effets de la société. Et dans nos esprits, il n'y a peut-être que des effets de la société. Ici, on rencontre une thèse qui est développée précisément par Marx. C'est-à-dire, la théorie de Marx, c'est que la conscience, là je le cite, n'est pas indépendante de la société. Hein. Il dit précisément, ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est leur être social qui détermine leur conscience. C'est pas ma conscience qui détermine mon être. Si, je peux dire, ma conscience m'a amené à être professeur de philosophie, à faire des conférences, à écrire des livres, des choses comme ça. Ma conscience. Oui, enfin, je crois, mais il est bien possible que ce que je suis en train de vous dire ne soit rien d'autre qu'un effet de l'ordre social dont je participe. C'est possible. Peut-être d'ailleurs que le discours que je tiens là n'est rien d'autre qu'un discours déterminé à mon insu, non seulement par la société, mais par la place que j'occupe dans la société, en fonction de mon histoire, des rencontres que j'ai faites, etc. Peut-être même que la pensée que je développe et les représentations qui l'accompagnent lorsqu'elles relèvent de l'image ne sont rien d'autre que des idéologies. L'idéologie, c'est quoi? C'est une représentation qui souvent est perçue comme étant libre, mais qui est déterminée, à l'insu de celui qui pense, déterminée par la société. Et plus précisément, selon Marx, par la classe sociale, et plus précisément encore, par la base économique. C'est la structure matérielle et économique de la société qui produit mécaniquement ces effets que sont les images. C'est une thèse, hein? Les images ne sont pas les mêmes au XVe siècle ou au XXe siècle. Est-ce que mes rêves seraient ce qu'ils sont si j'étais un paysan du XIIe siècle dans une autre civilisation? Pas sûr. Donc peut-être que les images que je rencontre dans mon âme et les images que je rencontre dans mon expérience ne sont rien d'autre que des phénomènes sociaux produits mécaniquement par l'ordre social. Les images seraient donc à la société ce que la fumée est au feu. Voilà, le feu produit de la fumée. Donc si j'ai un feu qui brûle, qui consume du chêne, ça produit une fumée de chêne. Si le feu consume des cèpes de vigne, ça produit une autre fumée dont les propriétés chimiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc bois A, feu A, fumée A, bois B, feu B, fumée B, etc. Donc société A, pensée A, société B, pensée B, ou société A, image A, société B, etc. Et donc les images, de ce point de vue-là, ne seraient que des effets mécaniques d'une structure sociale qui échappe à ma conscience, mais qui est bien là. Donc on a une thèse. Les images seraient d'origine sociale. Pourquoi des images? Parce que nous sommes déterminés à notre insu par la base matérielle de la société. Les images font partie, pour employer un vocabulaire marxiste, de la superstructure idéologique de la société. Et on trouve dans cette superstructure, dans les effets, superstructure dans les effets, on trouve les fantasmagories, je cite Marx, les fantasmagories du cerveau humain qui ne sont rien d'autre qu'un effet de cette base matérielle. Ça, c'est les fantasmagories que je porte en moi. Mais le cerveau pour l'art. Une œuvre d'art est un effet d'une structure économique. D'ailleurs, je sais pas, la peinture italienne de la Renaissance exprimerait les goûts de la classe dominante. Donc, il faudrait regarder les œuvres d'art comme des fumées produites par des feux sociologiques, et en regardant les œuvres d'art, je saurais quelle est la base économique de tout ça, je pourrais le faire. Bien, donc ça nous fait une première thèse. L'origine des images, c'est la société, les choses sont simples, l'origine des images, c'est une structure sociale, et c'est pas... Dire le contraire, enfin dire c'est faux, ce serait délirant. Nous sommes bien des êtres ancrés dans le monde par notre corps, et notre corps qui nous fait être dans le monde, c'est-à-dire dans le cosmos, nous fait être dans un monde humain particulier, c'est-à-dire dans la société. Dire le contraire, ce serait être aveugle. Et donc, à l'évidence, par nos corps, nous sommes sous l'influence des mécanismes sociaux. Évidemment. Vous voyez, donc Marx annonce les mouvements sociologiques qui, jusqu'à Bourdieu, expliqueront progressivement les mécanismes qui font qu'on pense ceci plutôt que cela, qu'on est habité par telle image plutôt qu'à telle autre. Donc, à l'évidence, il y a une vérité de cette thèse. Bien. Mais alors, il y a une difficulté quand même, il y a toujours une difficulté. Quand on philosophe un peu, on se rend compte que ça a toujours une difficulté. D'abord,
D'accord, mais là, ce que je dis, en raison des images, quelles qu'elles soient, à partir de la structure sociale à l'intérieur desquelles ces images voient le jour. Donc, une image qui surgit au XVe siècle dans la structure sociale de la société italienne de la Renaissance, c'est une image qui s'expliquerait par ça, par cette structure. Et l'image qui surgit dans un autre lieu, en autre temps, s'expliquerait par d'autres mécanismes. Bon, alors, ça explique bien les images, mais alors comment expliquer le génie ? Parce que si le génie est celui qui est capable de produire une image qui s'élève à l'universel, alors on va avoir du mal à expliquer le lien entre une cause sociale particulière et une forme sensible qui, malgré tout, s'élève à l'universel. Alors évidemment, l'objection à mon objection pourrait être de dire, oui, mais si on dit ça, il faut aller au bout. Le génie est une illusion. Le génie, il n'y a pas de génie. Ce qu'on appelle l'universel, c'est simplement une espèce de valeur déterminée socialement à telle époque, etc. Non, mais d'accord. Mais c'est précisément ce que Marx ne dit pas. Il ne dit pas ça. D'abord, un marxiste envisage une explication du monde. Et il explique le monde à partir de mécanismes sociaux. Donc, il imagine bien une explication du monde qui, elle, n'est pas déterminée par la structure sociale dans laquelle elle voit le jour. À moins de dire que le marxisme lui-même n'est qu'une idéologie. C'est-à-dire une pensée qui se croit libre, mais qui est déterminée à son insu par la société, ce qui serait exactement le contraire de la science. Marx prétendait penser l'histoire, la réalité humaine, avec la rigueur des sciences de la nature. Donc il faut s'entendre. Ou bien je peux extraire ma pensée du déterminisme social et m'élever à la science. Mais alors je ne peux plus dire que la pensée est un effet mécanique de la société, ou bien la pensée est un effet mécanique de la société et la science est une illusion. Le marxisme lui-même est une illusion. Vous voyez ? Ou alors Marx est un surhomme, ou alors c'est un extraterrestre, ou alors c'est Dieu qui s'adresse à nous. Donc ça n'altère pas la grandeur de la pensée de Marx, c'est pas ça, mais il y a une difficulté. Alors oui, mais là... Objection, oui, mais là, vous nous parlez de la science. Mais là, on ne parle pas de la science, on parle des images. D'accord. Mais Marx lui-même ne dit pas qu'il n'y a pas des artistes géniaux. Il ne dit pas ça. D'ailleurs, je veux bien que tout soit relatif, que tout soit déterminé par la société, mais il faut prendre le paquet. Parce que si une image, quelle qu'elle soit, n'est rien d'autre que le produit d'une société et ne vaut que pour la société dont elle est l'effet, si on met le feu au Louvre, c'est pas très grave. Enfin, c'est grave pour nous, mais c'est pas grave en soi, puisque ce ne sont rien d'autre que des œuvres qui sont l'émanation d'un monde particulier. Moi, je ne sais pas, hein, j'aurais peut-être des difficultés à démontrer la réalité du génie, mais en tout cas, moi, dans le doute, je ne vais pas mettre le feu. Autrement dit, dans le doute, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a au Louvre des formes qui touchent à l'universel et qui sont, si elles sont détruites, irremplaçables. On voit comme des gens qui commencent à acheter de la soupe sur les tableaux, on sent que ça monte. Vous voyez, ça monte, parce qu'évidemment, si tout n'est que mécanique et si tout n'est que réalité idéologique, je peux jeter de l'acide sur une toile de maître, pas très grave. C'est grave pour vous, c'est grave pour... mais pas pour en soi. Et là, quand même, mais n'y a-t-il pas, dans les images qui nous sont offertes, des images qui méritent d'être conservées ? Parce que si elles méritent d'être conservées pour nous, en vertu de notre structure sociale, ou elles méritent d'être conservées en elles-mêmes ? Parce que si c'est que pour nous, c'est pas grave si on ne les conserve pas. Alors je sais bien que le directeur d'un musée s'appelle un conservateur et que son boulot, c'est de le conserver, justement, ce qui est dedans. Je sais bien que la redéfinition du musée qui est à l'œuvre actuellement, ça discute au niveau international, c'est qu'il faut arrêter avec tout ça. Il n'y a plus d'œuvres d'art, il n'y a plus que des artefacts. Des artefacts, c'est-à-dire des produits de l'art humain. Autrement dit, il n'y a pas de différence de nature entre mes lunettes et une sculpture de Rodin. Bon, peut-être. Mais peut-être, dans le doute, peut-être faut-il justement reconnaître à la forme artistique une dimension d'universalité qui indique qu'elle mérite d'être respectée. Ce que fait Marx. Parce que Marx, lui, il ne dit pas ça. Il ne dit pas tout ça, c'est des formes sociales et puis ça n'a aucune importance. D'ailleurs, c'est là où il y a une tension toujours dans la théorie marxiste, c'est que il va soutenir que l'artiste n'est pas que le produit de la société, puisqu'un artiste, en produisant une œuvre, est capable de produire un public, et en produisant le public, il produit des sujets. Vous voyez, il ne produit pas que des objets livrés à la nature ou livrés au regard, il produit des sujets. C'est-à-dire qu'en fait, il voit bien qu'on ne peut pas expliquer Léonard de Vinci simplement par des mécanismes sociaux, parce que des peintres, il y en a d'autres à la même époque, il y en a d'autres, et qui ne sont pas Léonard de Vinci. Donc il faudrait aller chercher dans les structures du cerveau de Léonard de Vinci, mais d'accord, peut-être, mais à ce moment-là, on tire la conséquence, on prend le paquet, si on met le feu au Louvre, c'est pas grave. Oh bah si, quand même. Bon, bah donc,
voyez, pas besoin de démontrer la réalité du génie. Dans le doute, tu t'abstiens. Donc dans le doute, tu fais comme si l'image pouvait être porteuse d'universalité. Comment expliquer l'universalité si elle est d'origine sociale? D'où une deuxième approche possible. Est-ce qu'il ne faut pas chercher l'origine de l'image, non pas dehors, mais dedans? Non pas dans la société, mais dans l'esprit lui-même. Est-ce que ce n'est pas de moi que naissent les images? Alors il y aurait bien des images qui naissent de dehors, on est bien d'accord. On ne dit pas que toutes les images... Non, non, mais y a-t-il pas une capacité de l'esprit de produire des images à partir de lui-même, de sorte qu'alors, on éviterait cette difficulté qui, rapportant les images à telle ou telle circonstance sociale, serait incapable de penser la capacité d'une image de valoir au-delà de telle ou telle circonstance sociale. Donc on peut essayer ça, chercher une origine dedans. Pourquoi des images? Parce que nous portons en nous une puissance de fabrication des images. Alors si on fait ça, on n'est plus chez Marx. Si on fait ça, on est chez Freud. Donc on ne va plus chercher l'origine dehors, on va la chercher dedans. On ne va plus chercher à l'extérieur, dans des structures sociales, on va chercher l'origine de l'image dans l'inconscient. Et on va se dire qu'il est bien possible que notre âme soit porteuse de mécanismes inconscients dont les images seraient l'émanation. C'est une théorie, hein. Alors chez Freud, d'ailleurs, le mécanisme... Bon, je ne suis pas psychanalyste, hein, et Freud répète sans cesse qu'il n'est pas philosophe. Donc prenons-le au sérieux. Donc, Freud n'est pas philosophe, donc il est scientifique et médecin, et il élabore une théorie pour traiter les patients souffrant de symptômes que la science de son temps n'explique pas. Et alors, il procède selon un mode de pensée qui va chercher du côté de la science. Alors, pour vous donner 2-3 éléments de réflexion sur la psychanalyse, je vais passer par une image. On va prendre une métaphore. Bon, regardez, vous considérez une cocotte minute. Vous faites bouillir la cocotte minute. Vous la mettez sur le feu, et alors, la chaleur augmentant, ça fabrique de la vapeur, et ça fait de la pression. Bon. Votre cocotte minute, elle est fermée solidement par un couvercle, avec une poignée qui tient ça bien. Puis sur le côté, il y a une valve avec de la vapeur qui s'extrait. Bon, si vous bouchez la valve, c'est dangereux, hein, ça peut vous fabriquer une bombe. Hein. Donc il faut que la vapeur s'échappe. Alors, la thermodynamique ici nous est utile parce qu'elle nous permet de penser, dans une certaine mesure, ce que Freud décrit quand il parle du psychisme humain. Vous voyez, le feu et la vapeur qui se développent à l'intérieur de la cocotte minute, c'est les pulsions innées dont les êtres humains sont porteurs. Pulsions sexuelles et agressives innées. Alors sexuelles, vous y trompez pas, hein, chez Freud, entendez par sexualité la libido, c'est-à-dire la recherche du plaisir. Hein, c'est très simple. Tout être vivant préfère le plaisir à la douleur. Une fois que vous avez admis ça, la théorie de Freud, elle est géniale parce qu'elle est simple. Tout être vivant préfère le plaisir à la douleur. Le nourrisson, il naît avec une recherche du plaisir. Il suce son pouce, ça y est, chez Freud, on est déjà dans la libido. Puis après, ça passe par des stades différents, mais peu importe. Au départ, chez un être humain, selon Freud, il y a cette pulsion. Vous voyez, cette énergie naturelle qui habite les âmes. Alors, pulsion sexuelle et agressive. Hein. Là, Freud est très proche d'un philosophe comme Hobbes. D'ailleurs, il cite, on retrouve les mêmes termes dans Malaise dans la culture que chez Hobbes. Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Donc ici, il faut se représenter l'être humain comme un être animé de pulsions dangereuses. Bon. Donc, ça boue dans la cocotte minute. Voilà, c'est ce que Freud appelle le ça. Ça boue. Ça boue. Voilà. Donc, ça ferait de l'énergie. Bon, mais vous voyez bien que ces pulsions sexuelles et agressives, elles entrent en conflit avec la société. Parce que si chacun laisse s'exprimer librement ses pulsions, c'est le bain de sang. Ah oui, le sang coule à flot. Et donc chacun est pris dans une sorte de dilemme. Ou bien je laisse s'exprimer la pulsion et j'entre en conflit avec les autres, et donc je souffre. Ou bien je refoule ces pulsions et j'entre en conflit avec moi-même. Donc je souffre. On comprend le titre du bouquin de Freud, Malaise dans la civilisation ou Malaise dans la culture selon les traductions. Autrement dit, quand tout va bien, on est mal. Quand tout va bien. Quand tout va mal, on est très très mal. Mais quand tout va bien, on est mal. Pourquoi? Parce que le refoulement, c'est ce qui substitue un conflit avec soi-même au conflit avec les autres. Mais on va essayer de vous représenter ça de manière un peu concrète, hein, conflit avec... La pulsion livrée à elle-même, c'est la violence à l'état pur qui fait que tout est possible. On ouvre le couvercle de la cocotte minute. Et ça sort. Et c'est le bain de sang. Et Freud a ça en tête. Freud a ça en tête. C'est ça qui se passe quand il n'y a pas de refoulement. Et d'ailleurs, la guerre, pour Freud, c'est ce moment où les civilisations se donnent le loisir d'avoir le droit de tuer. Mais c'est organisé.
D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, nos commentateurs aiment rappeler qu'il y a des lois de la guerre. Il y a des règles de la guerre. Il y a des règles. Oui, je veux bien. Et Rousseau les pense très bien, ces règles. Mais les règles ne disent pas ce qu'est la guerre. Les règles disent ce qu'elle doit être. Elles ne disent pas ce qu'est la guerre. La guerre, c'est la mort. Hein? Alors la guerre, c'est la mort organisée par l'État. La guerre civile, le pogrom, la violence ouverte, la chasse aux sorcières, hein, on jette les jeunes filles au feu, ou les moins jeunes d'ailleurs, dans une espèce de délire complotiste. Il n'y avait pas Internet à l'époque, hein, déjà c'est parti. Quand ça se produit, là c'est la pulsion livrée à elle-même. C'est la violence brutale. Bon. Alors le refoulement a ses vertus, parce que le refoulement, ça veut dire je garde tout. Bon, là c'est le couvercle de la cocotte minute. Ça sort pas. Et comme ça, on évite le conflit avec l'autre. Ça sort pas, mais la pression monte dans la cocotte minute. D'où la valve. Et ça sort. Et ce qui sort par la valve, c'est le retour du refoulé, ou plutôt les éléments qui sont refoulés, mais qui s'expriment suffisamment. C'est l'expression au sens strict, hein, c'est de dedans à dehors. Hein. Donc ça sort, donc ça s'exprime, qui s'exprime suffisamment pour que la cocotte minute n'explose pas. Voilà. D'ailleurs, si on devait traduire ça en termes psychiatriques ou psychanalytiques, quand ça sort, c'est quand tout va bien. Là, c'est le rêve. Ça sort. Mais c'est pas non plus ce qui se passe dedans. Donc, j'ai les images qui habitent mon âme, elles sont là, mais je vois pas trop ce qu'elles veulent dire. Enfin, elles viennent de là. Mais je vois pas trop, évidemment, il faut pas trop que je vois non plus, parce que si je vois, ça y est, la pulsion va s'exprimer. Et donc, le but du jeu, si tant est qu'il y a un but, la mécanique ici, est une mécanique qui empêche cette expression. Donc, je suis habité d'images, mais qui sont le surgissement dans ma conscience d'éléments qui viennent de mon inconscient. Vous voyez, c'est la valve. Alors, si la valve commence à être un peu défectueuse, ça peut sortir par les côtés, vous voyez, sur le... Alors ça, c'est la névrose. Bon, là, ça allait pas bien, ça commence à aller de moins en moins bien. Vous voyez, alors là, c'est plus le rêve, c'est plus les images, ça devient le symptôme. Alors là, c'est le symptôme névrotique. Alors, ça va de la simple phobie à des phobies terribles qui font que le corps lui-même est en danger. Freud a soigné une jeune fille hydrophobe comme ça, qui ne pouvait même plus avoir un moindre contact avec l'eau, et donc sa phobie, sa peur, panique de l'eau, engageait un danger pour son corps. Vous voyez. Donc, alors là, et alors si c'est bloqué, alors là ça explose, alors là c'est la psychose. Alors, donc là même le psychanalyste est impuissant. C'est la subjectivité a disparu. Il faut penser à un film d'Hitchcock, il faut penser Psychose d'Hitchcock. Alors vous l'avez eu, j'espère, parce que là je vais divulgacher. C'est-à-dire la fille a volé l'argent, elle se sauve, elle pleut, alors il pleut, tout ça, elle est un peu comme dans le... Comme avec Charon, elle arrive vers l'enfer, en fait, hein, l'eau comme ça, puis alors elle arrive dans le motel, et vous, enfin, quand vous y étiez la première fois, vous regardez, elle a volé l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Et donc, elle rencontre un jeune garçon qui tient le motel, il n'y a personne dans le motel, elle va dans sa chambre, elle est avec cet argent un peu encombrant, où est-ce qu'elle va mettre l'argent? Hitchcock, il filme l'argent, vous le suivez, elle le met dans un papier journal, elle le pose sur la table de nuit, vous dites, l'argent est là, vous êtes concentré sur l'argent, des fois que, enfin, est-ce qu'on va lui voler son argent, etc. Bon, elle rencontre le jeune garçon, elle discute avec lui, et puis, hop, elle va prendre sa douche. Bon, déjà, le gars, il regarde par le trou, et on s'aperçoit que c'est un voyeur. Bon, déjà, on est passé de la normalité à la névrose. On se dit, la cocotte minute, là, ça commence à sortir tous les côtés. Là, le gars, il n'est pas net à 100%. Bon, mais c'est un névrosé, il a besoin de voir sans être vu. Bon, alors il fait ça, puis il rentre chez lui, on entend maman qui crie, il descend, et à ce moment-là, le gars, la fille, elle est sous la douche, et à ce moment-là, le rideau s'ouvre, et alors on a une femme qui tue cette pauvre femme, il massacre complètement cette pauvre femme, et puis cette femme, en fait, c'est lui. Parce que maman, elle est morte depuis longtemps, il vit avec le cadavre de maman, et en fait, c'est un psychotique. Psychose, tout est dans le titre. Vous voyez? Et à ce moment-là, il prend le cadavre de la fille, il la jette dans le coffre, il prend l'argent, il le jette dans le coffre, mais tout le temps, on marrait, l'argent, on s'en fiche. Alors ça, c'est Hitchcock. Il appelle ça les harengs rouges. Il vous fait regarder un hareng rouge, vous le suivez, puis en fait, ça se passe ailleurs. Et à ce moment-là, la fille, vous la suivez pendant 40 minutes, vous dites, c'est le personnage principal. Non, non, elle est morte, elle est jetée dans l'eau. C'était terminé, on passe à autre chose. Là, Hitchcock, là c'est un maître. Hein. Lui, il sait faire des images. Hein. Là, on en parlera quand on parlera du cinéma un peu plus loin, mais il sait faire des images. Donc, vous voyez, la psychose, c'est le moment où il n'y a plus du tout de refoulement. Il se jette sous la douche. D'ailleurs, tout à l'heure, j'évoquais la violence. On pourrait faire comme ça une espèce de lecture, comme ça, psychiatrique ou psychanalytique plutôt, des névroses ou des psychoses. Vous voyez, dans le domaine de la violence, le racisme, c'est une névrose, en fait. Il y a quelque chose dans l'idéologie raciste qui est une incapacité à vivre avec les autres. On ne veut pas de l'autre.
Et Freud dit être normal, c'est aimer et travailler. Mais quand tout va bien, on est mal, hein, vous vous souvenez. Quand tout va bien, la cocotte minute, elle tient le truc. Il y a des images qui surgissent de l'intérieur, mais la pulsion, elle reste. La pression est quand même forte. Hein, donc malaise dans la civilisation, malaise dans la culture. Bon. Alors, la névrose, là, le raciste, ça veut dire, lui, déjà, il est plus capable de reconnaître son prochain. Donc ça, c'est la névrose. Et alors, l'antisémitisme, c'est intéressant. Alors, l'antisémitisme, c'est la psychose. Alors là, la cocotte minute, elle a explosé. Parce que la logique antisémite, c'est une logique paranoïaque, en fait. Ils sont là, ils sont partout, on les voit pas, mais ils sont là quand même. Enfin, ça dans le nazisme, le complot judéo-mastonique, tous ces trucs. Donc c'est un complotisme. Donc toutes ces théories sont des théories qui prétendent expliquer le visible par l'invisible, mais par un invisible que celui qui parle prétend voir, lui. Lui, il voit. Vous voyez, vous voyez pas, mais lui, il voit bien. Et vous avez la même logique dans la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières, ça partait pas de l'Église, ça partait du bas, ça partait du peuple. Vous voyez, c'est les villages eux-mêmes qui décidaient que telle jeune femme, ou telle femme moins jeune, mais elle était trop belle, elle était trop jeune, trop vieille, trop... Il y avait un trop. Quelque chose qui... Et hop, elle était massacrée. Et avec l'assentiment du peuple. Vous voyez, c'est pour ça que, d'ailleurs, Rousseau dira la volonté générale, c'est même pas l'unanimité. L'unanimité peut délirer, hein, c'est pas ça, c'est autre chose. Donc là, il y a quelque chose de psychotique. Vous voyez, c'est la cocotte, il n'y a plus de surmoi. Le couvercle ne marche plus. Et là, c'est parti dans tous les sens. Et c'est la violence ouverte. Et là, il faut... J'insiste un peu sur ces scènes un peu dramatiques. Donc, je m'appelle à des images. Regardez bien, je m'appelle à beaucoup d'images. J'insiste un peu pour qu'on comprenne la théorie de Freud. La théorie de Freud, c'est que sans refoulement, la violence est aveugle. Elle est sans limite. Un être humain est capable de développer une puissance de destruction absolument incroyable. Enfin, on le sait tous, mais parfois on l'oublie. Parce qu'on l'oublie quand le refoulement marche bien. Il n'y a pas, quand on dit il n'y a pas de société sans règles, il n'y a pas de société sans loi, lui, il va au bout de la logique, c'est-à-dire il n'y a pas de société sans règles, parce que sans règles, ce qui règne, c'est une violence sans fin, une violence terrible. Rien n'est plus dangereux qu'un être humain. Il y a un film qui évoque ça, je trouve, de manière assez remarquable, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film de Haneke qui s'appelle Le Ruban Blanc, et c'est un très très beau film, parce que vous voyez un petit village, alors c'est filmé de loin, c'est beau, puis après vous descendez, c'est beau, puis vous rentrez dans les foyers. Bon, déjà là, ça commence à être moins beau. Il y a des choses bizarres, une espèce de violence familiale. Donc vous avez une espèce de travelling avant, vous voyez, c'est-à-dire vu de loin, il se passe rien, vu de près, il y a ce nœud de vipère là, mais il est caché derrière les murs des foyers. Alors le mur des foyers serait l'analogue de la cocotte minute qui cache la pression qu'il y a à l'intérieur. Et la fin du film, c'est, bon, vous voyez, hein, et bien maintenant, ce qui va arriver, c'est la tranchée de la guerre de 14. Ça va saigner. Ça va saigner, parce qu'il y a une telle dimension de refoulement, de frustration, etc., qu'il va falloir quand même se lâcher. Alors c'est peut-être ça hein, qui fait que, si on est freudien, après on va discuter, mais c'est peut-être ça qui fait qu'on hésite parfois, parce qu'on va se dire, mais alors, il va peut-être falloir laisser les choses s'exprimer un peu de temps en temps. Il y a un cinéma comme ça qui imagine une société dans laquelle, une nuit par an, on aurait le droit de faire ce qu'on veut. On peut tuer, assassiner, une nuit par an. Ça s'appelle La Purge. Il y a une série de films, puis c'est devenu une série. Et alors, c'est américain. La Purge, c'est un gouvernement décide de laisser les êtres humains exprimer leurs pulsions dans la violence la plus terrible. On tue qui on veut. Voilà, on tue qui on veut. Alors les gens, ils se barricadent chez eux, ils mettent des choses comme ça. Simplement, vous avez un couple, ils se barricadent, ils se protègent. Ouais, mais d'accord, mais c'est peut-être la femme qui a envie de tuer le mari, ou inversement. Donc, vous voyez, c'est-à-dire, une fois qu'on a le droit de tuer, est-on vraiment protégé? Non, le scénario est bien construit. Et alors, l'idée est pas mauvaise parce que, et alors comme c'est américain, il y a toujours cette même idée. D'où vient ce délire? Il vient alors d'une crainte de la violence humaine et d'une solution apportée qui, en fait, sert les intérêts de quelques-uns. Et tout ça se passe, pourquoi? Parce qu'on a suspendu on a suspendu les règles constitutionnelles. Voilà, c'est les Américains. Tu touches à la Constitution, t'as tout perdu. Alors, Freud a eu un certain succès aux États-Unis, même si ils ont une vision de la psychanalyse qui n'est pas tout à fait celle de Freud, en fait. Il y a une espèce de pragmatisme américain qui n'est pas chez Freud. Mais vous voyez, la Constitution garantit que ça ne va pas basculer dans la violence la plus terrible. Si tu suspends pour de bonnes raisons, crois-tu, tu vas tout perdre. Tout perdre. Alors vous avez ça dans La Purge, vous avez ça dans La Servante écarlate aussi, c'est le même concept, c'est-à-dire on lève le droit constitutionnel le temps de régler le problème de l'infertilité, et alors là, ça devient un système tyrannique totalitaire qui opprime les femmes, ça devient une folie, quoi. Donc, bon, soyons freudiens un instant, donc les images viendraient de dedans, elles ne viendraient pas de dehors, et donc elles seraient l'émanation de la subjectivité, mais d'une subjectivité inconsciente.
On comprend que certains artistes se sont engagés dans cette théorie-là. Vous trouvez ça chez les surréalistes, par exemple. André Breton est très attaché à cette idée. Vous voyez, il est très freudien de ce point de vue-là. Donc il y a des belles images, d'ailleurs, qui est un grand poète breton. Il vous dit que le poète, c'est celui qui fait surgir dans son âme des images qu'il décrit comme des étincelles. Vous voyez, c'est des étincelles dont la beauté est liée à la clarté extraordinaire. Et souvent, ces étincelles naissent de la rencontre d'idées ou d'éléments qui sont subreptices, qui se rencontrent de manière irréfléchie. Raison pour laquelle Breton est partisan d'une écriture automatique. Donc il faut que tu lèves tous les interdits ou toutes les règles pour que ça sorte. Mais que ça sorte comme il faut que ça sorte, comme le dit Freud, c'est-à-dire dans des formes reconnaissables par autrui. Et c'est la sublimation. Vous voyez, en chimie, la sublimation, c'est ce qui fait passer un corps de l'état solide à l'état gazeux. Bon, eh bien la sublimation dans l'art, c'est ce qui fait passer la pulsion à l'état brut de cet état brutal et naturel à une forme esthétique, par exemple, reconnaissable par autrui. Et on comprend que Géricault puisse peindre des têtes de condamnés à mort, donc il va prendre des têtes de condamnés à mort, il va peindre les têtes. Puis il y en a une, elle a l'air quand même d'être une tête qui dort. Et il y en a une qui est marquée par la terreur qui a dû précéder l'arrivée du couperet. Et donc ces deux têtes de condamnés à mort nous invitent à quand même méditer sur la mort et le sommeil, quoi. Alors, c'est quoi la mort? Quand je dors, je suis mort, je suis pas mort, etc. Mais si j'évoque ça, c'est parce que l'œuvre de Géricault, là, c'est une œuvre qui fait ce qui est interdit. La tête de condamné à mort devient un objet à partir duquel une forme esthétique va surgir qui est reconnaissable par autrui. Et ça, alors là, c'est mieux encore que la valve. Parce que la valve, bon, c'est le rêve, etc. Mais avec le grand artiste, alors l'image entre dans le monde et elle est porteuse de tous les interdits, mais sous une forme acceptable par tous. Et les surréalistes sont dans cette voie-là. C'est-à-dire l'écriture automatique, ça fait surgir ces éléments, ces étincelles des profondeurs de l'âme humaine, des profondeurs obscures de l'âme humaine, mais le poète sait leur donner une forme qui est accessible au plus grand nombre, et qui est une forme magnifique. Alors on peut multiplier les exemples, je sais pas, moi c'est les montres molles de Dali, vous voyez, c'est les montres molles de Dali avec comme titre la persistance de la mémoire. Alors déjà, persistance de la mémoire, la montre molle, il y a une espèce de... Oui, mais justement, c'est le contraste qui doit faire surgir dans notre âme l'étincelle. Vous voyez, en provenance des parties obscures de l'esprit, c'est-à-dire en provenance de l'inconscient. Ou alors, le film de Buñuel, extraordinaire, Le chien andalou, enfin, on a tous vu ça, vous savez, une jeune femme regarde le ciel, et alors dans un noir et blanc magnifique, elle regarde le ciel, et dans le ciel, elle voit passer un nuage effilé qui s'étire au loin. Bon. Et donc là, vous voyez le nuage qu'elle voit, vous êtes dans son âme. Puis après, vous êtes dehors. Et dehors, vous voyez une main avec un rasoir qui vient couper l'œil, et l'œil est ouvert. Et vous retournez à l'intérieur. Et à ce moment-là, vous voyez qu'elle ne voit rien, puisque le rasoir est exactement là où sont les nuages. C'est une scène de film d'horreur. Mais en même temps, alors, ne cherchez pas un sens, on est chez les surréalistes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas le problème. C'est pas ça la question. Est-ce que c'est beau? Est-ce que ça suscite en moi cette étincelle qui va me permettre d'être pleinement moi-même, dans le fond, de faire surgir tout ce que la société réprouve, mais en des termes, en des formes, en des images qui sont socialement acceptables. Donc, on a une belle théorie là qui semble au premier abord dépasser les difficultés du marxisme, puisque l'origine des images ne serait pas dehors, l'origine des images serait dedans. Oui, mais, avant qu'on se sépare quand même, il y a quelque chose qui coince. Pourquoi? Parce que regardez bien, j'ai insisté sur une chose depuis le début, en pensant la position de Freud, c'est que la cocotte minute, elle est bien serrée quand même. Et elle est bien serrée, c'est ce qui empêche la violence ouverte. Et ensuite, il va y avoir la valve qui permet la production d'images intérieures, le rêve, etc. Puis il va y avoir le génie qui est capable de sublimer les pulsions dans des formes reconnaissables par autrui. D'accord. Mais tout repose ici sur le fait que c'est bien serré. Il y a un surmoi. Il y a une contrainte sociale intériorisée qui crée un conflit intérieur. Autrement dit, l'origine des images, c'est la société. Ça reste la société. Simplement, à la pulsion qui tente à s'exprimer, s'oppose la contrainte sociale, ce qui contraint à la sublimation, ou ce qui contraint à l'expression censurée du désir. Vous voyez, le rêve, c'est ça. C'est une image qui exprime quelque chose qui est censuré.
C'est une censure. Alors le censeur, d'ailleurs, historiquement, au Moyen-Âge, par exemple, quand un copiste recopiait un texte de Platon, il recopiait le texte, alors il censurait. Alors il censurait comment? Il coupait pas le morceau, parce qu'un dialogue de Platon, vous retirez un bout, ça se voit. Et donc si la censure consiste à retirer le morceau, la censure échoue. Non, non, il faisait pas ça. Il réécrivait un peu, il modifiait le texte. Vous voyez, parce que Platon, malgré tout, est un païen qui brûle dans les flammes de l'enfer. Donc notre copiste, là... Enfin, quand même, Platon a dit qu'il y avait un absolu. Ah, donc on va le conserver. Mais parfois, quand même, vous voyez. Et donc, il a fallu reconstituer les textes de Platon à partir de toutes les copies. Et donc, une copie A, une copie B, un peu différente, à de côté. Une copie C, 3 siècles après, identique sur tel point. On garde les 2 points, et puis on a reconstitué les textes comme ça. Vous voyez. Mais c'est intéressant, parce qu'on voit que la censure est une déformation, et plus qu'une suppression. Eh bien, l'image du rêve, ce serait ça. Mais c'est la société. S'il n'y a pas de contrainte sociale, il n'y a pas de censure. S'il n'y a pas de censure, il n'y a pas de rêve. Il n'y a pas de sublimation. Il n'y a pas d'œuvre d'art. Donc, on n'en sort pas. Vous voyez, l'origine des images serait à nouveau dans la société. Alors, regardez, pour conclure, moi, je vous soumets un dernier élément de réflexion qui nous servira par la suite. C'est qu'il y a un point qui peut nous servir de point d'accroche pour, malgré tout, tenter de répondre à la question ce soir. C'est qu'il y a des images qui habitent nos âmes et qui sont vraiment très, très puissantes, quand même. C'est les rêves. Et ce que dit Freud du rêve, c'est intéressant dans la mesure où il y a dans le rêve quelque chose qui est comme une sorte de prison de la conscience. Dans le rêve, la conscience se prend à ses propres images. Alors bien sûr, je peux rêver et me dire que je rêve, ça peut arriver, et puis à ce moment-là, je me détache. Mais quand même, l'image se donne à moi comme si elle n'était pas tout à fait une image, et je suis empâté, en quelque sorte, dans quelque chose qui s'impose à mon être. Je vous propose de grossir un peu le trait. Pensez à un cauchemar. Dans le cauchemar, j'ai des images qui sont produites dans mon âme, et je perçois l'image, mais vraiment comme quelque chose qui me renvoie à une réalité extérieure menaçante. C'est le principe du cauchemar. Il y a quelque chose à l'extérieur qui me menace. Alors que c'est quand même épatant, c'est moi qui produis tout. Hein. Mais comme quoi, je peux être passif dans mon expérience, tout en étant actif en réalité, c'est-à-dire être producteur de l'image. Mais alors là aussi, il y a un cinéma qui décrit ça très très bien. C'est un genre des années 80 qui s'appelait le slasher. Alors slasher, dans le cinéma populaire, ça vient de la bande dessinée slash. Slash, c'est une arme blanche, ça fait slash quand on fait ça. Bon, donc ils appelaient ça un slasher. Alors le concept du slasher, il y a des codes. Comme dans tout art, il y a des codes. Le code est le suivant. Des jeunes gens se retirent hors de la cité. Ils vont au bord d'un lac, ils vont camper, ils vont, je sais pas, dans une rave party aujourd'hui, etc. Bon. Et ils se livrent au plaisir de la jeunesse, mais à des plaisirs qui sont quand même pas toujours socialement acceptables. Ils consomment de la drogue, et ils se livrent à une sexualité libérée. On est dans les années 80, hein, donc quand le genre vraiment s'inscrit. Le premier slasher, d'ailleurs, peut-être c'est Hitchcock, hein, c'est Psychose. Elle a quand même poté, hein, elle a volé, donc elle va mourir. Et donc, le slasher décrit ces jeunes gens, et il va y avoir un croque-mitaine, boogeyman, comme disent les cinéastes américains, le croque-mitaine qui va sortir d'on ne sait où, et il va tous les tuer les uns après les autres. Donc le scénario est simple hein. On assiste à une série d'assassinats successifs. Alors pourquoi j'évoque ça? Parce que, en fait, le code est le suivant. Les jeunes gens, donc, sont pourchassés par une sorte de croque-mitaine dont on saura assez rapidement que, en fait, c'est un psychopathe. Lui-même, dans son enfance, a vécu un truc, et donc il tue parce qu'il règle des comptes avec maman, avec la société, ou je sais pas quoi. Mais il le fait de manière psychotique. Bon. Ce qui signifie d'ailleurs que celui qui va tuer, c'est pas une personne responsable. Vous voyez, il est un peu comme la statue du commandeur dans Don Juan de Molière. C'est le bras armé de quelque chose qui dépasse tout le monde. Bon. Et alors, ce qui est frappant, c'est que les jeunes gens, ils vont être assassinés les uns après les autres, mais alors à chaque fois, le déroulement est à peu près identique. Donc, par exemple, une jeune fille, alors elle est en train de fumer du hachis, je sais pas quoi, le croque-mitaine surgit, et elle est terrifiée, elle se sauve. Et elle court. Et alors, s'il faisait jour, d'un seul coup, il fait nuit. Et elle court dans les bois. Elle court, à perdre haleine. Et le croque-mitaine est derrière, et lui, il marche. Elle court, lui, il marche. Ouais, mais alors, champ contre champ, il la rattrape quand même. Hein. Elle a beau courir, ses poumonnets, il la rattrape. Et évidemment, nécessairement, elle trébuche, elle tombe. Et lui, il continue d'avancer. Toujours, elle tombe. Si elle tombe pas, d'ailleurs, dans les années 80, le public était... Non, là, je n'ai pas respecté le code, elle tombe. C'est nécessaire, ça fait partie du... C'est du grand guignol. Hein. Donc elle se relève, elle repart. Bon. Puis elle arrive à la voiture. Elle rentre dans la voiture, sort la clé, elle met
Ça démarre pas. Toujours. Si la voiture démarre, pareil, le code n'est pas respecté. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand ça passait dans les salles, les jeunes gens, ils riaient. C'est-à-dire, elle tombe. Et là, ils rient. Parce que, évidemment, qu'elle tombe, c'est prévisible. D'ailleurs, si elle tombe pas, je vous l'ai dit, ils sont pas contents. Remboursés. La voiture démarre pas. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le dernier Alien. Là, c'est un clin d'œil cinéphile. Dans le dernier Alien, le monstre du cosmos est confronté à des jeunes gens. Et ça ressemble à un slasher, exactement au début. Et alors, sauf que, bon, c'est Alien, c'est pas pareil. Mais il y a une scène où il y a une jeune fille, elle arrive devant la porte, elle sort la clé, et la clé marche pas. Et donc là, il y a le clin d'œil. Souviens-toi, dans les années 80, quand elle rentrait dans la voiture, elle mettait la clé, et ça marchait pas. Et là, ça marche pas. Alors, je passe un peu de temps pour vous décrire ce cinéma, parce que vous voyez que dans ce cinéma, ce qui est décrit, c'est un cauchemar. C'est-à-dire ce qui est décrit, et c'est ça et pour ça s'adresse aux jeunes gens, parce que 15-25 ans, ils sont plus enfants, ils sont pas encore au-delà. Même le corps n'est plus le même, il s'est modifié en quelques années, c'est une espèce de bouleversement absolument incroyable. Autrement dit, on a oublié ça, mais l'adolescence, c'est le moment où on prend conscience que notre conscience est un peu empâtée dans le monde. Elle est un peu empâtée dans la réalité, enlisée dans le réel. Parce que même si je veux rester un enfant, ben mon corps, il me pousse à être au-delà, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit les jeunes filles ou les jeunes garçons, il se passe des trucs dans le corps qui fait que c'est plus la même chose. Et ça s'impose, voyez. Et donc la conscience vit une épreuve de la passivité. Alors après, ça se calme. Puis après, ça revient, parce qu'après, on sait bien, après le temps passe. Après, c'est l'âge. Les jeunes gens le connaissent, ça, déjà. Ils n'ont pas les douleurs du grand âge, mais ils ont cette modification. Et donc le cinéma leur montre ce que c'est qu'une conscience empâtée dans la réalité. Elle tombe. La voiture ne démarre pas, et elle a beau courir, le gars il marche, il va la rattraper. Autrement dit, c'est ça le réel. Le réel, c'est ce qui résiste. Donc c'est un cinéma de populaire, hein, populaire, mais dont la teneur philosophique mérite quand même d'être reconnue. Et oui, les images. Et là, c'est une image. Mais c'est une image qui dit quelque chose de l'être humain, qui est assez juste dans le fond. Même si c'est du grand guignol, on est d'accord. Mais c'est assez juste. Alors, Hitchcock, lui, le fait avec le génie d'Hitchcock. En plus, là, c'est du cinéma qui fait la chaîne. À l'époque, dans les années 80, c'était tourné à la chaîne. Une fois qu'on a le code, bon, puis ça coûte pas cher, puis ça rapporte beaucoup. Ça coûte pas cher, et il y a un public important. Donc, le slasher, ou le cinéma ici, nous donne l'expérience d'une image qui nous révèle notre nature de conscience prise dans le monde. Oui, mais, c'est vrai, mais en même temps, l'image, c'est bien ce qui nous projette hors du monde. Parce que l'image que je perçois en moi, ou l'image que je contemple, m'extrait en quelque sorte du monde. Dans une certaine mesure, l'objet dont il est question, si je l'imagine, n'est précisément pas un objet du monde. Donc le film dont je parle, bien sûr, il me révèle cette conscience empâtée, etc. Mais ce que je vois, cette image que je vois, elle me renvoie à quelque chose qui n'est pas dans le monde. C'est du cinéma. C'est pas grave. D'ailleurs, peut-être les producteurs dans les années 90, 2000, quand les DVD ont commencé à se répandre, ils sont malins parce qu'il y avait le film et à côté, il y avait le making-of. Et le making-of, c'est fait pour ceux qui n'ont pas bien compris. C'est-à-dire, regarde, personne n'est mort, hein, c'est du faux. Il y a le sang, c'est du ketchup, regarde bien, le mec, il a sauté par la fenêtre, mais en bas, il y avait des matelas, c'est un professionnel. C'est peut-être ça, d'ailleurs, on pense à l'imagerie pornographique, ça manque de making-of peut-être parfois. C'est-à-dire, il faudrait rappeler que dans la pornographie, on a affaire à des cascades et que c'est pas la sexualité quotidienne. Non, mais je dis ça, confronter des images, il faudrait peut-être penser à ce qu'on va faire du point de vue de la culture, dans le rapport à l'image. Parce que là, vous avez compris qu'on est rentré dans un monde où arrêter les images, ça va être compliqué. Hein. Donc il va falloir apprendre à vivre avec. Mais peut-être apprendre à savoir ce que c'est qu'une image. Donc, making of. Il a sauté par la fenêtre, il n'est pas mort. Il n'y a personne n'est mort. La voiture, la jeune fille, tu l'as vue mourir, mais elle n'est pas morte. Hein. Elle est... J'ai un de mes amis, une fois, qui avait confié son enfant à une nourrice, et le petit, il est rentré le soir, il était traumatisé parce qu'il, sur une chaîne câblée, accidentellement, il est tombé sur un film d'horreur. Et c'est un slasher, d'ailleurs, parce qu'après, j'ai interrogé mon ami, là, puis on a fait une petite enquête, puis on a retrouvé... En fait, c'est un slasher dont le petit, il a vu ce que je vous décris, là, mais lui, il n'a pas vu que c'était une image. Lui, il a cru que c'était le réel. Bon. Alors, et là, j'ai trouvé que mon ami avait fait comment il faut faire, parce que qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On dit, non, c'est pas vrai, ça sert à rien, il a vécu le truc. Il n'y a qu'un seul moyen. Il faut trouver le film, il faut le regarder une deuxième fois, avec. Et on regarde le film. Et on regarde ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lâche. Non, mais regarde, le making-of, très pratique, tu vois, c'est du faux. C'est du faux, c'est une marionnette, il n'est pas mort. Et hop, et là, et du coup, cette expérience qui aurait pu être traumatique devient
une culture de l'image, libératrice. On retourne le truc, on fait l'inverse. Vous voyez, pour ça, je pensais notamment à l'imagerie pornographique. Non pas qu'il faille passer des images pornographiques aux enfants, c'est plutôt déconseillé, mais peut-être que dire, en tout cas aux adolescents, ce que j'évoquais à l'instant, c'est-à-dire que l'image, c'est l'image, et que le réel, c'est le réel, et que l'image, justement, nous extrait du réel. Et lorsque elle a l'air d'être réelle, il faut se rappeler que c'est peut-être des cascades. C'est pour ça que je prenais la figure du cascadeur. La cascade, c'est pas mal comme métaphore. C'est-à-dire que le cascadeur, il sait sauter par la fenêtre, toi, tu sais pas. Et donc, t'es pas un cascadeur, fais attention. Vous voyez, fais attention à ton corps, fais attention à toi. Donc l'image, elle ne te dit pas ce que tu dois faire. L'image, elle t'invite plutôt à réfléchir à ce qu'est le réel. Et le réel, ça n'est pas ça, quand j'ai affaire à une cascade. Donc, l'image nous extrait du réel. Vous voyez, et là, on n'est plus chez Marx, on n'est plus chez Freud, on est chez Sartre. C'est-à-dire que quand j'ai affaire à une image, j'ai affaire à quelque chose qui est une négation, d'une certaine manière, du monde. Vous voyez, quand j'imagine des sirènes, j'imagine des êtres qui ne sont pas dans le monde. Donc, c'est déjà pour moi une manière de m'extraire du monde. C'est déjà une manière pour moi de me poser comme une conscience qui n'est pas totalement prisonnière du monde. Dans une certaine mesure, l'image n'anéantit pas le monde, évidemment. C'est pas parce que j'ai vu une image que le monde a disparu. L'image n'anéantit pas le monde, mais elle le néantise, dirait Sartre. Elle le néantise, c'est-à-dire l'image, elle est un néant d'eux. Donc, l'image peut être le néant de moi à l'égard du monde. Comme lorsque je m'imagine prince ou roi. C'est un néant de moi à l'égard du monde. Mais l'image peut être un néant du monde à l'égard de moi-même. Comme par exemple l'image de la sirène qui n'est pas dans le monde. Je néantise. Ou alors, mais là, ce que je vais dire, c'est... Ou alors... L'image, ça peut néantiser le monde quand, par exemple, je crie victoire le soir d'une élection alors que j'ai rien gagné. C'est possible. Non, mais là, j'évoque ça avec vous, mais c'est ironique parce que personne n'oserait faire ça, évidemment. Et vous voyez, quand je dis ça, vous avez tous pensé la même chose que moi. Et pourtant, vous auriez pu penser à Trump. Tiens, on m'a volé l'élection. On l'avait déjà entendu aux États-Unis. Ça fait 4 ans qu'on entend ça. Ça, c'est une néantisation du monde. C'est-à-dire, je nie mon être à l'égard du monde quand je m'imagine super-héros, ou quand je m'imagine prince, ou je sais pas quoi, et je néantise le monde à l'égard de mon être lorsque je ne veux pas du monde tel qu'il est, et que j'imagine le monde peuplé d'êtres fantastiques, etc. Mais là, bon, j'ironise hein, avec le domaine politique, mais il reste que cette capacité qu'a l'image de nous permettre de nous extraire de la réalité du monde, cette capacité qu'a l'image nous indique une chose, c'est qu'il y a dans l'image, je disais tout à l'heure, une révélation de notre être déjà, la conscience et le corps. Tout de suite, ça nous est apparu. Vous voyez, si je n'avais pas de corps, j'aurais pas dit, si je n'avais pas de conscience, j'ignorerais les images. Mais là, ce qui apparaît maintenant, c'est que l'image ne nous révèle pas simplement notre être à la fois conscient et corporel. Elle ne nous révèle pas seulement que nous ne sommes pas des dieux. Donc elle ne nous révèle pas seulement qu'on n'est pas des absolus, mais elle nous révèle en même temps que nous ne sommes pas des choses. Autrement dit, elle nous révèle que nous sommes des libertés. Et je vous remercie de votre attention.